Bonjour Madame Revel. Bonjour Monsieur Kelaf. Euh, Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour le Centre algérien Plaisir. de diplomatie économique. Nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet qui est important au niveau relations internationales, donc c'est la diplomatie économique multilatérale et l'influence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter très brièvement. Merci beaucoup. Bien, alors merci effectivement de cette interview. Alors moi, en ce qui me concerne, donc Claude Revel, à la sortie de l'École nationale d'administration, ça fait bien longtemps, j'ai commencé à travailler au ministère de l'Équipement, Commerce extérieur, ministère des Affaires étrangères, toujours dans l'international. Dès le début, je suis tombée dans la marmite. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs années en faisant des premiers dispositifs, tout petits d'ailleurs, d'intelligence économique pour les grands groupes de BTP français pendant plusieurs années. Avec les présidents directement, un petit groupe. Et ensuite, j'ai eu ma propre société, toujours dans le domaine de l'intelligence stratégique, l'influence internationale. Et j'ai été déléguée interministérielle à l'intelligence économique auprès du Premier ministre, d'abord Ayrault et puis Valls, donc de 2013 à 2015. Et ensuite à la Cour des comptes. Et voilà. Et maintenant, je suis présidente d'un groupement d'intérêt économique d'entreprises du sport français pour gagner des marchés internationaux, toujours pareil. Et également, je travaille pour l'école Schema Business School où je viens de créer un think tank qui s'appelle Schema Publica et qui va travailler sur les politiques publiques de manière complètement internationale et pas du tout franco-français. Voilà. Et je suis administratrice indépendante d'une société. Voilà rapidement. Et j'ai écrit un certain nombre de livres toujours sur les mêmes sujets, la gouvernance mondiale et la compétition économique, l'intelligence économique et l'intérêt général. Alors, sur les pratiques de l'influence au niveau international, euh, comment on peut définir l'influence et quelle est la pratique dans la sphère multilatérale surtout? Alors, la sphère multilatérale, c'est en fait aujourd'hui ce qui a été organisé après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, dans le monde. Et donc, l'ONU, toutes les agences de l'ONU, la Banque mondiale, le BIT, l'OMC qui n'est pas dans l'ONU, les organisations régionales comme l'Union africaine, comme l'ASEAN en Asie, etc., etc. Tout ça, ce sont les grandes organisations internationales qu'on appelle multilatérales parce qu'en fait, elles sont composées d'États et, excusez-moi, elles sont composées d'États et elles sont là pour formuler, alors je parle de la diplomatie, je parle en matière économique hein, surtout, elles sont là pour formuler des règles de conduite, des standards, parfois des accords de libre-échange, des choses comme ça. C'est ça la diplomatie multilatérale. Et en fait, ce qui est important, c'est que c'est non seulement ces organisations et les États qui les composent qui font les choses, mais aussi toutes les parties prenantes, et c'est là qu'entre en jeu l'influence, les ONG, les associations professionnelles, les syndicats internationaux, les très grandes entreprises multinationales, tous les lobbying divers et variés. Et tout ça, tous ces gens-là participent à la création donc de textes, de règles, de standards, etc., qui sont très importants parce qu'après, ils redescendent, si j'ose dire, sur les États. Soit quelquefois, c'est obligatoire, comme les accords multilatéraux, ou quelquefois, ce sont des standards, des règles, des recommandations comme celle de l'OCDE, que je n'ai pas citée aussi. Donc, c'est très, très important de pouvoir y participer. Et la diplomatie économique multilatérale, pour un État, c'est d'être présent dans cette formation permanente de règles, de principes, etc. Ouais, Voilà. j'allais revenir dessus sur cette question. Comment la définirez-vous, la diplomatie économique multilatérale, et quels sont ces différents acteurs comme ça qui peuvent influer sur les États? Alors, en fait, l'influence, à la base, l'influence, c'est convaincre, si vous voulez. Alors, soit par ce qu'on peut appeler la séduction, l'émotion, etc. Mais là, ça ne marche pas trop. Mais surtout par la conviction, par les principes, par le raisonnement. Donc, l'influence, c'est ce que disait François-Bernard Huyghe, c'est persuader, convaincre les gens sans contrat, c'est-à-dire sans les payer, ni contrainte, c'est-à-dire pas par la force, par la conviction. Et la diplomatie économique, elle se passe comme ça. Et alors, comment on fait? Eh bien, ce sont toutes les règles du lobbying professionnel. Alors,
en général, on pense aux entreprises quand on parle de lobbying, mais les États en font aussi. La diplomatie économique, c'est une sorte de lobbying aussi. C'est le fait d'utiliser des moyens pour influencer. Alors, comment on fait? Déjà, il faut bien connaître. Évidemment, c'est fait pour défendre ses intérêts. Les États sont là pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs citoyens. Ça, c'est la base, hein. Bon, normalement. Ensuite, comment on fait? Déjà, concrètement, il faut très bien connaître les personnes à qui on s'adresse, les cibles. Il faut savoir, par exemple, la culture de l'OMC n'est pas du tout la même que celle de la Banque mondiale et ce n'est pas la même que celle de l'OCDE. Il faut connaître les codes culturels, la manière de s'exprimer, la manière de rédiger des messages, etc. Donc, il faut bien connaître ses cibles. Il faut bien connaître aussi les personnes auprès de qui on veut influencer. Ce n'est pas la peine d'aller forcément auprès des grands chefs. Quelquefois, il faut aller sur telle personne qui est en train de rédiger tel texte, vous voyez. Donc, il y a une base de veille. C'est pour ça que c'est lié à l'intelligence économique. Voilà. Et ensuite, la manière de rédiger des messages. Donc, il faut effectivement bien connaître les codes culturels, mais aussi, il faut avoir comment dire, une capacité de raisonnement. On n'a pas forcément raison parce qu'on est soi, ce n'est pas parce qu'on croit avoir raison qu'on l'a. Donc, il faut essayer d'utiliser les bons arguments et toujours montrer, et ça c'est très important, toujours montrer pourquoi ce qu'on propose sert l'intérêt général, comment ça sert l'intérêt général. Que ce n'est pas seulement pour votre intérêt particulier, même pour un État. Voilà. Et la dernière chose très importante dans les règles de l'influence et de la diplomatie multilatérale, c'est de ne peut jamais agir seul. Il faut toujours avoir des partenaires, toujours. Voilà. Des partenaires, si possible, différents de soi. Par exemple, avoir des ONG qui défendent les mêmes opinions que vous. C'est ce que savent très bien faire les États-Unis. Vous voyez, par exemple, quand on discutait la Convention anticorruption d'agents publics étrangers à l'OCDE en 1995-96, il y avait une ONG qui s'appelait Transparency International qui était un peu en appui parce qu'elle défendait à peu près les mêmes choses que certains États, dans les États-Unis. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, si vous voulez. D'accord. Et quel serait l'apport de l'intelligence stratégique? Là, on va un peu sur l'intelligence économique, etc. Oui. Diplomatie économique. Comment elle Justement. complète ou comment l'appui est organisé? Elle le complète complètement, si j'ose dire. C'est la base, en fait. On ne peut pas faire de diplomatie économique ou diplomatie tout court, si on n'a, à mon avis, si on n'a pas fait d'abord un travail d'intelligence stratégique, c'est-à-dire très bien connaître l'environnement dans lequel on va agir, dans lequel on va essayer d'influencer. Je vous dis ce que je disais tout à l'heure, qui sont les personnes, quel est l'objet, à 10 ans, quelle est la perspective, connaître très très bien l'environnement déjà, c'est ça l'intelligence, c'est la veille, c'est ce qu'on appelle la veille en intelligence stratégique, la veille, l'anticipation, connaître parfaitement l'environnement avant d'y aller. Ça ne sert à rien d'aller faire du lobbying comme ça si on n'a pas bien travaillé le terrain, qu'on le connaît parfaitement. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est de aussi sécuriser ses positions. Comme je disais tout à l'heure, si on est complètement seul, on n'a pas beaucoup de chances de réussir. Pour sécuriser ses positions, il faut avoir des alliés qui vont vous aider. Il faut être sûr aussi qu'on n'a pas de gens qui sont en train de vous attaquer, c'est-à-dire de faire de la contre-influence de l'autre côté. Tout ça, c'est de la travail d'intelligence stratégique. Et la dernière chose, c'est, dans le mot intelligence stratégique, la stratégie, c'est d'avoir une vision. Vous ne ferez absolument rien de tout ça si vous ne savez pas où vous voulez aller. Il faut avoir un objectif. Mais après, avoir même des objectifs. Et après, il faut savoir, à l'intérieur de ces objectifs, il faut savoir aussi s'adapter et éventuellement évoluer, pas d'avoir d'objectifs rigides. Voilà. Alors, revenons sur la France, qui dispose quand même d'un système de diplomatie économique qui est assez solide. Pouvez-vous nous décrire très brièvement le système français de diplomatie économique et auriez-vous un exemple, par exemple, sur un pays où il y a une opération qui a été effectuée avec succès? Alors, en ce qui concerne le système, il est un petit peu complexe aujourd'hui. Je parle de système de diplomatie économique, parce qu'on a deux grands ministères qui sont impliqués, qui sont le ministère des Affaires étrangères, évidemment, et puis le ministère de l'économie et des finances, pour l'économie.
Donc, il y a une direction des entreprises au ministère des Affaires étrangères, il y a une direction aussi des entreprises au ministère de l'économie et des finances, il y a une direction du Trésor. Et donc, tout ça, c'est un peu complexe. Bon, et il y a des arbitrages qui sont faits aussi au niveau du Premier ministre et du Président de la République. Ça se passe comme ça pour les grands sujets. Et on a à l'extérieur donc un réseau diplomatique qui est aujourd'hui, avant il était le deuxième, je crois qu'il est devenu le troisième aujourd'hui du monde, qui relaie dans les pays normalement, enfin diplomatie économique, c'est-à-dire qui relaie les priorités de diplomatie économique et qui est là pour accompagner les entreprises. C'est très important. Les entreprises, grandes ou petites, normalement doivent pouvoir compter sur l'appui des ambassades en termes de, vous voyez, d'ouverture de contact, de réseau, etc., etc. Voilà. Pour vous donner des exemples, c'est un peu délicat quand même, mais bon, on a par exemple, moi je travaille dans le domaine du sport. On a dans le sport, on a une ambassadrice pour le sport qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Elle a le rang d'ambassadeur, hein, donc c'est important. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dans les pays où il y a des opportunités économiques, hein, où il y a des grands événements sportifs internationaux, comme au Sénégal bientôt avec la jeunesse, comme, enfin, il y en a plein. Elle va de temps en temps avec des entreprises ou sinon sans elles, elle rencontre les personnes, les décideurs, si vous voulez, et puis elle leur, enfin, elle leur explique, si vous voulez, c'est tout à fait sain, il n'y a aucun problème de quoi que ce soit, mais le but, c'est d'informer. Voilà, le but, si vous voulez, d'un diplomate économique, c'est d'informer au maximum les autorités étrangères, c'est de promouvoir au maximum ses forces économiques, et ensuite c'est sujet par sujet de montrer un peu ce que pourraient apporter ces entreprises. Voilà. Et c'est ça qu'elle fait, et c'est ça que font les ambassadeurs d'une manière générale dans leur pays, dans les pays, Ouais. voilà, dans leur fonction. Okay. Voilà. Alors, à la fin, bon, j'ai une question qui est complètement différente. Là, va parler particulièrement de l'Algérie. Oui. Je souhaiterais avoir uniquement un avis. Hein. Comment l'Algérie pourrait construire, selon vous, un modèle de diplomatie économique, j'allais dire principalement en Afrique au début? Alors ça, c'est vraiment la question de joker, quoi, parce que moi, je connais pas bien le système algérien. Bon, je le vois de l'extérieur, mais franchement, c'est difficile. Comme ça, vraiment, de manière très générale, pour essayer d'avoir une influence auprès de quelqu'un, donc mettons en Afrique, il faut essayer de montrer sa proximité, c'est-à-dire essayer de trouver des points communs. Quels sont les points communs, je ne sais pas, en matière de culture, en matière de pratique, de je ne sais quoi, en matière aussi d'enjeux dans la mondialisation, dans les accords de libre-échange. Quels sont les points communs sur lesquels vous pourriez trouver des alliés en Afrique? C'est ça la base de la diplomatie économique, j'ai dit tout à l'heure, ça commence par trouver des alliés. Avant même de commencer à faire de l'argumentation, etc., trouver des gens avec qui on partage quelque chose. Donc, il faut trouver, alors là, c'est là que je ne peux pas aller plus loin, j'en sais rien, mais il y a très certainement des pays en Afrique avec lesquels vous avez des points communs, des enjeux communs, et il faut en choisir 2, 3 ou 4 pour commencer, les plus, je dirais, après, c'est là qu'il faut de l'intelligence stratégique. Quels sont ceux qui sont le plus leviers, qui peuvent être des leviers les plus intéressants, etc. Et après, voir ces gens-là et parler, commencer à élaborer des positions. Ensuite, il faut choisir sur quoi. On ne peut pas élaborer des positions en l'air. Ça peut être sur tel accord, mettons sur un accord multilatéral, justement, avoir une position commune avec 3 ou 4 pays, de manière à promouvoir une position qui serait la vôtre. Un standard, j'en sais rien moi, voilà. Et puis voilà, puis ensuite commencer à travailler comme ça et peu à peu rayonner et donc les alliés vont arriver. Après, si on voit que ça marche, vous allez avoir d'autres pays qui vont arriver. Mais il faut vraiment, je pense, travailler sur des points communs, des valeurs communes, des enjeux communs en matière de diplomatie. La dernière chose, j'ai oublié de dire un mot important, c'est le mot coopétition, c'est-à-dire il faut être capable à la fois, si vous voulez, en diplomatie économique comme en intelligence économique, on n'a pas d'amis ou d'ennemis.
Ça, c'est du vocabulaire émotionnel. On a des, on a, des partenaires ou des adversaires. Et le partenaire qu'on peut avoir un jour, le lendemain, il peut être l'adversaire et vice-versa, si vous voulez. Donc, il faut savoir travailler comme ça avec des gens avec qui on n'a pas forcément les mêmes positions sur un sujet, mais sur un autre sujet qu'on va déterminer comme prioritaire, là, ça va être utile de s'allier avec eux. C'est très, très, très important. Je pense que c'est la base d'une diplomatie économique réussie. Ok. Ben, merci beaucoup, Madame Claude Revel, pour cet entretien. Et, euh, et Ben, j'allais dire à une prochaine rencontre oui, qui sera peut-être plutôt physique ah ben, ça serait bien, oui. Et ouais, sur merci une à autre vous. thématique. Ouais. Et merci à vous et félicitations pour ce Centre algérien de diplomatie économique parce que je le vois ces productions, c'est vraiment très bien. Bravo. Merci beaucoup. Voilà.